Un président traqué, des complots tapis dans l'ombre et tout un continent suspendu à un fil. Que feriez-vous si, en un instant, votre vie, votre pays et l'avenir de toute l'Afrique dépendèrent de votre capacité à résister? Imaginez-vous à la place d'Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, qui vient de franchir le cap des 3 années à la tête du pouvoir. 3 années de lutte sans répit, marquées par des menaces d'assassinat, des putschs avortés et une pression étrangère qui n'a jamais relâché son étreinte. Mais chaque attaque, au lieu de l'affaiblir, le rend plus déterminé, porté par une conviction inébranlable, la confiance absolue en son peuple et la certitude que seule l'unité brisera les chaînes de la domination. Pour saisir l'intensité de ce défi, il faut remonter à la nuit du 23 au 24 janvier 2022, quand, dans l'obscurité et la peur, la capitale Ouagadougou a tremblé. Des coups de feu, des rumeurs de coup d'État, et soudain, une nouvelle ère. Dans ses premières heures, peu pensaient que Traoré tiendrait 3 ans. Pourtant, il est encore là, défiant les pronostics, bravant la tempête. Mais jusqu'où peut mener cette confiance? Traoré affirme ne pas craindre la mort. Non parce qu'il se croit invulnérable, mais parce qu'il sait qu'un peuple éveillé est un bouclier plus fort que n'importe quelle armée. Pour lui, la véritable indépendance commence avec la formation de ses propres soldats, loin des influences extérieures qui, depuis des décennies, manipulent et divisent l'Afrique. C'est une rupture sans précédent. Le Burkina Faso renonce aux formations militaires étrangères, reconstruit son armée de l'intérieur et refuse d'être l'outil docile des puissances encerclant le continent. Partout, les bases étrangères prolifèrent. Au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, jusque sur les frontières du Niger. L'Afrique est prise dans un piège qui se referme, année après année. Pour mieux comprendre ce piège, rappelons-nous l'exemple du Mali voisin. En 2013, les troupes étrangères sont arrivées sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Mais 10 ans plus tard, la menace n'a fait que s'aggraver. Les bases étrangères se sont multipliées, la souveraineté nationale s'est érodée, et la population malienne a ressenti, chaque année, un peu plus d'impuissance. Le Burkina Faso, en tirant les leçons de ce scénario, a choisi une autre voie. Aujourd'hui, la question brûle. L'Afrique continuera-t-elle à subir la tutelle, à plier sous la soumission, ou saisira-t-elle l'opportunité de la révolution Traoré pour se libérer, reconquérir sa souveraineté et écrire enfin sa propre histoire? Ignorer cet appel, c'est accepter la répétition des drames, la perte de souveraineté, la misère qui s'étend, l'épuisement des richesses, la dépendance politique et mentale qui s'enracine. Mais y répondre, c'est peut-être ouvrir la porte à une ère nouvelle, plus juste, plus forte, vraiment indépendante. Alors, simple rêve ou véritable point de bascule pour l'Afrique? Pour mesurer la portée de ce tournant, il faut interroger l'histoire récente du Burkina Faso et du continent. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a changé au Burkina Faso depuis 3 années? Plongeons au cœur de la révolution. Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir au début du parcours de Traoré et explorer comment ses choix ont redessiné le pays. Voici l'histoire d'une rupture et d'un espoir. Pourquoi l'Afrique, si vaste, si fière, si riche en ressources et en talents, demeure-t-elle sous le joug de forces extérieures plus de 60 années après les indépendances? Cette question dérange, car elle ravive des blessures profondes et expose des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Regardons sans détour le passé récent du Burkina Faso et du continent. Des figures comme Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah ou Thomas Sankara ont été réduites au silence, assassinées bien souvent avec la complicité de certains de leurs propres compatriotes. Leurs morts ne sont pas des accidents, elles résultent de complots ourdis où s'entremêlent intérêts étrangers et trahisons internes pour étouffer chaque tentative d'émancipation africaine. Revenons sur ces destins tragiques. Patrice Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo, a été assassiné en 1961 après avoir tenté de libérer son pays du joug colonial. Kwame Nkrumah, père de l'indépendance du Ghana, a été renversé en 1966 avec l'aide de la CIA. Thomas Sankara, président du Burkina Faso, a été abattu en 1987 alors qu'il portait l'espoir d'une Afrique libérée du néocolonialisme.
Ces noms hantent encore aujourd'hui la mémoire collective africaine. Mais derrière les assassinats et les coups d'État, il existe un mécanisme plus discret, rarement dénoncé: l'entraînement militaire orchestré par des puissances étrangères. Pendant des décennies, l'armée burkinabé, comme tant d'autres sur le continent, a été modelée par des instructeurs venus de France, des États-Unis ou d'ailleurs. Ces formations, sous couvert de partenariat, servent à implanter une vision de soumission, à préparer le terrain pour les infiltrations, les manipulations et les renversements de pouvoir. Ce schéma s'est répété, d'Algérie à la Côte d'Ivoire, du Cameroun au Niger. Au Sénégal, la base française de Dakar a longtemps été le centre névralgique d'opérations qui dépassaient largement les frontières nationales. Au Bénin, la présence de formateurs étrangers a, à plusieurs reprises, influencé les choix stratégiques du pays, notamment lors des crises politiques des années 90. Cette présence étrangère n'est jamais neutre. Elle façonne les élites, oriente les doctrines, sème le doute. Voilà le piège. Quand une armée, ou un peuple, accepte de recevoir son savoir et ses ordres de l'étranger, l'indépendance n'est plus qu'un mot creux. L'histoire l'a montré à maintes reprises, la domination commence dans l'esprit. Une armée mal formée, ou formée par l'ennemi, devient l'outil parfait des ambitions extérieures. Et chaque fois que l'Afrique a tenté de s'affranchir, des réseaux dormants, des officiers formés à l'étranger ont été activés pour faire tomber ceux qui rêvaient d'un continent libre. Pour donner un exemple concret, souvenons-nous du coup d'État en Guinée-Bissau en 2003, orchestré par des officiers ayant suivi des stages dans des académies européennes. Leur allégeance, souvent plus tournée vers leurs mentors étrangers que leur propre peuple, a permis l'instauration d'un régime fantoche. Ce scénario s'est reproduit ailleurs, chaque fois que la formation militaire nationale a été négligée. C'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré insiste sur la nécessité d'un changement radical d'état d'esprit. Les Burkinabés, et au-delà tous les Africains, doivent réfléchir pour qui et pourquoi ils luttent. Cette révolution mentale, cette prise de conscience, est la première défense contre la manipulation et la dépendance. Car la véritable révolution commence avant tout dans les esprits et dans les cœurs, bien avant de se jouer sur le champ de bataille. Traoré l'a compris. Il fallait briser les chaînes invisibles de la dépendance. La création de l'Institut militaire national, où les soldats sont désormais formés sur le sol burkinabé, loin des influences extérieures, marque un tournant historique. Pour la première fois, le Burkina Faso façonne ses propres cadres, transmet ses propres valeurs et prépare une génération capable de défendre la souveraineté sans céder aux pressions ou aux promesses venues d'ailleurs. Pour illustrer ce changement, prenons le cas d'une jeune recrue burkinabé. Auparavant, elle aurait été envoyée à Paris ou à Washington pour suivre une formation, revenant souvent avec des méthodes et une mentalité en décalage avec la réalité locale. Désormais, formée sur place, elle apprend à défendre son village, à comprendre les enjeux de sa terre, à s'identifier à son peuple. C'est une révolution silencieuse, mais décisive. Comprendre ou ignorer ces leçons, c'est choisir entre la préparation et la répétition des erreurs du passé. L'enjeu est immense. La liberté de demain dépend du courage d'apprendre, de se transformer et de résister aujourd'hui. Mais la révolution ne s'arrête pas aux portes de l'armée. Elle doit irriguer toutes les sphères de la société. Quels obstacles majeurs attendent alors ce nouveau Burkina Faso et comment s'en libérer? Pour comprendre les défis qui attendent le pays, il faut plonger au cœur des fractures économiques, sociales et politiques héritées du passé. C'est là que le vrai combat commence. Comment résister quand vos voisins conspirent, quand les médias vous sapent, et que l'ennemi infiltre jusqu'à vos rangs? Voilà la réalité brûlante à laquelle font face le Burkina Faso et toute l'Alliance des États du Sahel. L'étau se resserre. À l'est, le Bénin héberge des bases étrangères. Au sud, la Côte d'Ivoire ouvre ses casernes aux instructeurs militaires venus d'Occident. À l'ouest, le Sénégal accueille forces françaises et américaines, tissant un filet de surveillance autour de la Révolution. Pour prendre la mesure de cette pression, il suffit d'analyser la carte militaire de l'Afrique de l'Ouest. On y voit, comme un jeu d'échecs, des points stratégiques occupés par des forces extérieures. Chaque base est un poste d'observation, un levier d'intervention rapide. Ainsi,
Lors de la crise ivoirienne de 2010, l'intervention étrangère a changé le cours de l'histoire en quelques heures. Le Burkina Faso, aujourd'hui, refuse ce scénario imposé de l'extérieur. Chacune de ces bases est une pièce d'un puzzle conçu pour étouffer toute velléité d'indépendance africaine. Le piège se referme chaque fois qu'un peuple relève la tête. L'encerclement n'est pas une théorie, mais une stratégie en marche. Face à cela, l'ancien piège colonial ressurgit. La non-militarisation. Pendant des décennies, on a prêché aux Africains de ne pas s'armer, de dépendre des formateurs extérieurs, de croire à de fausses promesses de paix sans vrais moyens de défense. Pourtant, aucun État ne peut être souverain sans une armée forte, autonome, respectée. Un parallèle historique s'impose. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe elle-même, pour se reconstruire, a dû investir massivement dans sa défense. L'Allemagne, sous surveillance, n'a retrouvé sa souveraineté qu'en reconstruisant sa propre armée. Pourquoi l'Afrique devrait-elle être traitée différemment ? Ibrahim Traoré l'a compris. Il faut bâtir une armée forgée par l'expérience du terrain, formée localement, insensible aux manipulations extérieures. C'est la condition pour imposer le respect et protéger le peuple. Mais l'attaque ne vient pas que des frontières. L'ennemi infiltre aussi les esprits. Les médias sont la première ligne du front invisible. Tant de journalistes locaux, formés dans des écoles occidentales, deviennent parfois, sans le vouloir, des relais dociles des récits impérialistes. Prenons un exemple frappant. Lors de la crise malienne de 2012, de nombreux médias africains ont repris, mot pour mot, les dépêches d'agences occidentales, relayant une vision tronquée des événements. Cette pratique a contribué à semer la confusion, à affaiblir la mobilisation populaire, à préparer le terrain à l'ingérence étrangère. Le Burkina Faso, aujourd'hui, veut briser ce cercle vicieux. Chaque mot, chaque reportage, chaque image peut être une arme pour saper la confiance, distiller le doute, préparer la division. Le Burkina, sous Traoré, refuse ce diktat. Désormais, on forme ses propres journalistes, on enseigne à refuser la désinformation, à reprendre la souveraineté sur le récit national. Mais le poison colonial va plus loin. Il s'immisce dans les universités, dans les cercles intellectuels, dans les élites qui devraient éclairer le peuple. Trop souvent, certains intellectuels, diplômés à l'étranger, deviennent les premiers à justifier la soumission et à retourner la société contre elle-même. Le cas du Nigeria est révélateur. Dans les années 70, une élite formée à Oxford et à Harvard a imposé des choix économiques dictés de l'extérieur, aggravant la dépendance du pays. Le Burkina Faso, en misant sur la formation locale, veut éviter cet écueil. Cette domination mentale doit être brisée pour retrouver la dignité. Le combat n'est donc pas seulement militaire, il est éducatif, culturel, intellectuel. Reconquérir l'esprit, c'est aussi reconquérir la souveraineté. Enfin, il existe un défi plus grand encore, l'unité africaine. À chaque pas vers l'autonomie, les tentatives de fragmentation ressurgissent. On attise les rivalités ethniques, on encourage la trahison intérieure. Les alliances se font et se défont sous l'œil complice de ceux qui profitent du chaos. L'exemple du Rwanda en 1994 illustre le danger de la division. La manipulation des identités a conduit au génocide, sous les yeux d'une communauté internationale passive, voire complice. Aujourd'hui, le Burkina Faso et ses voisins veulent tirer la leçon de ce drame, en misant sur l'unité et la réconciliation nationale. Si l'Afrique ne dépasse pas ses divisions, chaque révolution, aussi courageuse soit-elle, risque de finir isolée puis écrasée. Le risque: sombrer dans le chaos, perdre la maîtrise de ses ressources, laisser d'autres raconter notre histoire. Pourtant, la lucidité et la détermination ouvrent une nouvelle voie. Malgré la pression, malgré l'encerclement, malgré la désinformation, le Burkina Faso et ses alliés tracent une trajectoire inédite. Mais cette résistance ne tient pas seulement à la volonté d'un homme. Elle s'enracine dans une vision plus vaste, un projet de société où chaque citoyen devient acteur de la souveraineté. Pour la première fois, l'Afrique pourrait reprendre en main ses terres, son or et son avenir.
Ce défi se joue aujourd'hui au Burkina Faso, devant les regards d'un continent entier en quête de dignité et de souveraineté. Ce tournant n'est pas qu'un slogan. Il prend forme à travers des actes forts et des réformes inédites. Sécuriser les mines, récupérer l'or, voilà les premiers jalons d'une ère nouvelle. Fini le temps où des sociétés étrangères raflaient la majeure partie des richesses du sous-sol, condamnant la population à la pauvreté. Désormais, chaque kilo d'or extrait devient une arme pour financer les écoles, les hôpitaux et la défense nationale. La vraie question n'est plus à qui appartiennent les richesses, mais qui décide de leur usage. Pour illustrer cette révolution, prenons l'exemple de la mine d'or d'Essakane, jadis exploitée à 70% par des compagnies étrangères. Aujourd'hui, la part nationale a doublé, permettant la construction de nouveaux centres de santé et de salles de classe. Les habitants des localités voisines témoignent d'une amélioration de leur quotidien. Routes entretenues, accès à l'eau potable, bourses pour les élèves. Ce n'est plus un rêve, mais une réalité concrète. La transformation s'étend à la terre elle-même. Une réforme foncière radicale affronte le chaos et la spoliation héritée du colonialisme, cause de conflits et de divisions. Désormais, une régulation transparente protège ceux qui cultivent la terre. Les petits agriculteurs et les communautés locales sont défendus contre les spéculateurs et les puissants. Pour restaurer l'harmonie, les chefs traditionnels voient leur rôle renforcé. Ils redeviennent des médiateurs essentiels, capables de prévenir les conflits et d'ancrer des règles locales justes. Cette restauration de l'autorité coutumière n'est pas un retour en arrière, mais un socle de confiance et de solidarité là où l'État seul ne suffisait plus. Les premiers fruits sont visibles. Sur le terrain, la production agricole augmente. Les mines contrôlées par le pays génèrent plus de revenus, permettant à l'État de mieux protéger sa population et d'investir dans l'avenir. Les grands indicateurs économiques s'améliorent, la croissance accélère, les réserves s'étoffent, la dette recule. Mais un défi demeure, rendre ces progrès tangibles pour chaque famille, chaque jeune, chaque village. Pour briser la dépendance, le Burkina Faso mise aussi sur le savoir. Une stratégie nationale de formation scientifique et technologique est lancée à vaste échelle. Des coopérations se tissent avec la Russie et la Chine pour développer des compétences, transférer des technologies avancées et même former des ingénieurs du nucléaire. L'objectif ? L'autonomie, l'innovation locale, la maîtrise des savoirs clés, afin de ne plus jamais dépendre de l'extérieur. Pour concrétiser cette ambition, le gouvernement burkinabé a ouvert, en 2023, 3 instituts de technologie appliquée, où des centaines de jeunes sont formés chaque année à l'agronomie, à l'électronique, à l'informatique. Des partenariats avec des universités russes ont permis d'envoyer les premiers étudiants en génie nucléaire, ouvrant la voie à la production d'énergie propre et à l'industrialisation du pays. Pourtant, la voie reste semée d'embûches. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso s'interroge. Quel sens donner à son appartenance à l'Union africaine face à l'exclusion ou à l'indifférence ? Faut-il attendre indéfiniment l'aide d'organisations passives ou choisir de suivre sa propre route, même seul au départ ? L'exemple de la CEDEAO, qui a imposé des sanctions sévères au Mali et à la Guinée, sert d'avertissement. Le Burkina Faso, conscient des risques, travaille à renforcer l'alliance des États du Sahel, misant sur une solidarité régionale plus efficace, moins dépendante des puissances extérieures. Le choix est clair, consolider ses acquis, quitte à défier les puissances hostiles, ou céder aux pressions et replonger dans les vieux schémas de pauvreté et de domination. La vigilance est de rigueur, car chaque avancée peut être remise en cause si la société se divise ou se lasse. Mais tout cela, qu'est-ce que cela change vraiment pour chaque citoyen, chaque famille, chaque jeune ? Toute la question est là. Cette révolution sera-t-elle un simple symbole ou la source d'un véritable changement de vie pour des millions d'Africains ? Pour comprendre ce que ce tournant historique implique concrètement, il faut plonger dans les réalités du quotidien et les espoirs qui naissent. Car c'est là, dans la vie de chaque Burkinabé, que se joue la réussite ou l'échec de cette révolution. La souveraineté commence dans les esprits et se façonne dans les gestes quotidiens. Êtes-vous prêt à rompre avec les habitudes qui maintiennent dans l'ombre ?
cette révolution n'appartient pas seulement aux présidences ou aux casernes. Elle se joue dans chaque foyer, chaque quartier, chaque conscience africaine. Prenons le parcours d'Aminata, jeune étudiante de Ouagadougou. Avant la Révolution, elle rêvait de partir en France, persuadée que seul l'étranger pouvait lui offrir un avenir. Aujourd'hui, elle suit une formation en informatique dans une école burkinabé flambant neuve, convaincue que l'innovation locale peut changer la donne. Son projet, créer une start-up pour numériser la gestion des terres agricoles en s'appuyant sur les nouvelles lois foncières. Comprendre que l'engagement individuel est la première pierre de la sécurité, de l'économie et du récit national est essentiel. La sécurité n'est pas un privilège réservé à une élite. Elle concerne chaque citoyen. Refuser d'attendre qu'un chef ou une armée vienne sauver, c'est choisir de protéger sa famille, son voisinage, refuser la fatalité et prendre part à la défense collective, aussi bien mentale que physique. Le danger majeur, aujourd'hui, ne réside pas uniquement dans les armes ou les bases étrangères. La menace la plus insidieuse, c'est la manipulation, la désinformation et les réflexes hérités de la colonisation qui endorment la vigilance. Chacun doit interroger chaque information, chaque récit qui circule, sur Internet, à la télévision, ou lors des discussions entre amis. Refuser d'être complice des mensonges qui enchaînent les esprits, c'est déjà poser un acte de libération. Soutenir les réformes, ce n'est pas suivre aveuglément. Cela veut dire innover, apprendre, inventer de nouvelles façons de produire, d'enseigner, de collaborer. Cela implique de s'ouvrir aux autres pays africains, partager les expériences, refuser le repli sur soi et tisser peu à peu la toile solide de l'unité. La solidarité ne s'arrête pas aux frontières, elle est panafricaine, humaine, et elle nous renforce face aux tempêtes à venir. Les médias et les intellectuels détiennent un rôle immense. Il est temps de cesser de servir de relais aux puissances étrangères et de recentrer leur engagement sur l'intérêt national et panafricain. Informer, expliquer, éveiller, plutôt que manipuler ou diviser, exige le courage de dire non à la facilité et oui à la vérité, même lorsque celle-ci dérange. Pour cela, chaque journaliste devrait se rappeler la devise de Norbert Zongo, martyr burkinabé de la presse libre. Le journalisme, c'est le choix de la parole vraie, même au péril de sa vie. Suivre cet exemple, c'est refuser la peur, la compromission, la désinformation. Mais l'avenir repose surtout sur la jeunesse. Se former, s'approprier la technologie, refuser la victimisation et cultiver l'ambition de changer l'histoire. Tel est le défi. L'école, l'auto-formation, l'apprentissage du numérique, la connaissance de l'histoire africaine sont les armes du XXIe siècle. Refuser de subir, c'est oser entreprendre, créer, interroger et s'engager, même face à l'incertitude. C'est ainsi qu'un collectif d'étudiants burkinabés a développé, en 2024, une application mobile permettant d'alerter en temps réel les autorités en cas d'attaque terroriste ou de conflit local. Cette innovation, née d'une volonté de protéger et d'informer, illustre la puissance de l'engagement citoyen. Unité, résilience, dignité. Il ne s'agit pas de slogans creux, mais de choix quotidiens. S'unir, c'est refuser la jalousie, la division, la haine de l'autre. Être résilient, c'est tenir bon, même dans l'adversité. Préserver sa dignité, c'est ne jamais vendre son âme pour quelques avantages, refuser la compromission et l'humiliation. Ce sont ces choix, petits et grands, qui nourrissent la révolution. Il est encore possible de manquer cette révolution. Laisser passer cette chance, c'est condamner l'Afrique à revivre sans fin les mêmes drames, à rester sous tutelle, à voir ses ressources pillées et ses enfants partir ou souffrir. Pourtant, chaque jour, chaque acte compte. La révolution portée par Traoré n'est ni une illusion ni un mythe. C'est une boussole, une invitation à l'action. Pour accompagner ce changement, voici quelques étapes concrètes. Premièrement, s'informer auprès de sources fiables, vérifier et comparer les informations avant de les relayer. Deuxièmement, soutenir les initiatives locales, qu'il s'agisse de coopératives agricoles, de start-up technologiques, de médias indépendants ou d'écoles communautaires. Troisièmement, participer, même à petite échelle, à la vie démocratique.
Assister aux réunions de quartier, voter, s'engager dans des associations. Enfin, encourager la transmission intergénérationnelle du savoir, afin de renforcer la mémoire collective et de préparer la relève. Il ne reste qu'une question essentielle. Allez-vous rester spectateur de cette révolution ou choisir de la vivre et de la porter? Le choix appartient à chacun, mais il pèsera sur toute une génération. Car l'histoire ne retient que ceux qui osent s'engager pleinement. L'Afrique se lève. Ce n'est plus une question de chef, mais de peuple. Ce combat vous appartient désormais. Trop longtemps, le silence a servi d'allié à l'oppresseur. Fermer les yeux sur l'injustice, c'était laisser d'autres écrire notre histoire. Aujourd'hui, ce temps est révolu. L'enjeu n'est plus de soutenir un dirigeant ou un drapeau. Il s'agit de reprendre possession de notre destin collectif, de refuser la soumission aux puissances étrangères et à leurs relais locaux. Rester passif, c'est ouvrir la porte à la honte, à la pauvreté et à l'effacement. Oser l'action, c'est tracer la voie d'une Afrique debout, digne et prospère. Le Burkina Faso, guidé par le capitaine Ibrahim Traoré, n'est qu'un point de départ. Son courage rappelle que la souveraineté ne se délègue pas. Elle se construit jour après jour, par chaque citoyen, chaque décideur, chaque journaliste qui ose briser le silence ou dénoncer le mensonge. Ce n'est pas à un seul homme de porter la révolution. C'est à tout un peuple de s'approprier ses rêves et ses luttes. Partout, les voix s'élèvent pour réclamer justice, accès aux richesses, sécurité et dignité. Ces voix prouvent que la résignation n'est pas une fatalité. Elles montrent qu'au lieu de subir le passé, l'Afrique invente, en ce moment même, de nouveaux chemins vers la liberté. Se taire ou détourner le regard, c'est tourner le dos à l'espoir. S'organiser, s'informer, défendre l'intérêt commun, voilà les armes les plus puissantes contre la manipulation et la division. Le choix vous appartient. Rester spectateur ou devenir acteur du changement. Ce combat n'est pas sans risque. Mais rester immobile, c'est accepter la défaite. L'histoire retiendra celles et ceux qui, quand tout semblait perdu, ont refusé de plier. Ceux qui, malgré les menaces et les trahisons, ont préféré l'honneur à la peur. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la parole d'un chef que l'on attend. C'est la voix de tout un continent qui s'élève, prêt à écrire une nouvelle page, plus fière, plus juste, plus libre. Ne laissez pas votre place vide dans ce récit. À chacun d'agir, à sa façon, pour que l'Afrique avance, ensemble. Car l'avenir ne s'impose pas, il se conquiert. Et cette conquête commence maintenant, avec vous.